Share With Us, la papote santé. Récemment, il y avait une de mes potes qui allait pas très bien et elle osait pas demander de l'aide. Et donc ça allait pas du tout et puis c'était des choses horribles qui étaient dites sur lui, donc on s'est tous donné rendez-vous sur la Play. Et souvent les gens, ils ont besoin d'exprimer, ils n'ont pas forcément toujours besoin de conseils. Si on est plus attentif à soi et plus entraîné à identifier les émotions, on pourra beaucoup mieux les ressentir aussi chez quelqu'un d'autre en fait. On a 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter davantage que de parler. Hello, ici Talia. Et Julio du Radio Côte. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper important, l'entourage et son impact sur la santé mentale. On sait qu'on réussit mieux quand on est bien entouré, mais à quel point c'est vrai? Juste pour savoir si ça te dérangerait de répondre à quelques questions sur la santé mentale. Ça te dérange pas? Non. Ah, c'est génial, t'es la première personne qui a accès. Pour toi, un pote qui va mal, ça veut dire quoi? Question difficile, je trouve. Moi, je pense que ça commence par l'isolement. Ils ont énormément de stress et souvent c'est, j'ai l'impression en tout cas c'est un signe que eux ils vont pas bien parce que chaque petite chose qui normalement c'est rien sont démultipliées par le fait qu'ils se sentent pas bien quoi. Après parfois c'est difficile parce qu'il y en a qui le cachent beaucoup. Parfois il n'y a même pas besoin de dire des mots, juste on se connaît tellement bien que ça se sent. Donc moi je suis Anne-Sophie Namuroy, je suis psychologue au service d'aide aux étudiants. Et moi Chantal Vanoudenov, psychologue au service d'aide aux étudiants, collègue d'Anne-Sophie. Moi, il y avait un élément par rapport au stress, j'ai trouvé ça fort intéressant parce que le stress c'est vraiment quelque chose qui est quand même omniprésent dans notre société aujourd'hui et dont les jeunes parfois peuvent nous témoigner d'un niveau de stress quand même assez conséquent. Et donc il y en a un qui expliquait bien ça, qu'à un moment donné quand le niveau de stress est tellement élevé, le moindre petit truc c'est la goutte d'eau qui déborde du vase et tout devient alors un peu compliqué et problématique. Et donc c'est vrai que voilà, ça peut être aussi un indicateur. L'isolement c'est un élément vraiment qui revient beaucoup et c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui ont tendance à se replier sur soi quand ça ne va pas, plutôt que d'aller dire ça ne va pas ou d'aller demander de l'aide. Est-ce qu'il y a un moment où vous n'êtes pas senti légitime d'intervenir si vous avez senti que quelqu'un n'allait pas bien? Je vais pas insister au tout début parce que peut-être ça va rester comme ça juste une semaine et ils ont besoin un peu d'espace. Et évidemment il y a des situations où des fois c'est un peu plus compliqué de savoir comment réagir. C'est des situations familiales qui sont compliquées, j'ai pas de pouvoir là-dessus quoi. Quand on sait pas, on n'a pas envie d'être trop intrusif. Même si on n'est pas tellement efficace dans le sens où on n'a pas la formation d'un psychologue par exemple ou d'un psychiatre, c'est quand même important d'être là. Je peux pas non plus tout faire, de régler tous les problèmes, j'ai pas tous les meilleurs conseils, mais voilà, ils peuvent m'en parler, je peux écouter au moins. Tout le monde est légitime. Ils disent souvent pour un proche, ça dépend du degré de proximité, les amis. Mais c'est vrai que parfois il y a quelqu'un qui est moins proche, mais qu'on sent qui est fort seul. Si on est plus attentif à soi et plus entraîné à identifier les émotions, on pourra beaucoup mieux les ressentir aussi chez quelqu'un d'autre en fait. Et alors il y avait une chose que je voulais ajouter, c'est par rapport au fait qu'on a parfois l'impression qu'on doit mettre des mots, mais en fait juste être attentif par le regard, par une posture d'accueil, c'est déjà énorme, même s'il n'y a rien qui s'agit en termes vraiment d'action, c'est déjà de l'accueil en fait. Que même il y a un étudiant qui dit de lui-même qu'il n'est pas très doué pour donner des conseils, et je trouvais que malgré cette conscience-là qu'il a de lui-même, eh bien c'est pas pour ça qu'il s'en fout et qu'il n'y prête pas attention, et donc il pointait lui-même en fait qu'il pouvait être là, je suis là quand même pour mon pote, et je trouve que c'est très beau parce que ça veut dire que chacun fait avec qui il est, et il n'y a pas besoin de faire un copier-coller de ce qu'on pense qu'il faudrait faire. Je suis qui je suis avec mes forces et mes failles, et puis il n'y a pas à être quelqu'un d'autre que qui je suis moi. Ouais, et on sent parfois un très fort chez les jeunes la peur du jugement qui peut peut-être bloquer le fait de parler à un ami. Si maintenant tu vois qu'un de tes potes va pas bien, qu'est-ce que tu fais? En parler ça peut libérer d'un poids déjà, faire du bien. Faire une actiphone et après pendant cette actiphone dire ok donc dis-moi est-ce que ça va? Je dirais qu'il n'y a pas de honte à aller voir quelqu'un et qu'il n'y a pas de souci. Souvent les gens ils ont besoin d'exprimer, ils n'ont pas forcément toujours besoin de conseils. Et donc des fois juste écouter sans forcément donner plein de conseils, il faut faire ça, ça peut juste les décharger. Moi je sais que ce qui est important c'est juste d'écouter. Donc souvent quand la personne a envie de parler, il faut peut-être amorcer la chose et après elle va parler assez facilement si elle a envie de parler. On a 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter davantage que de parler. Et donc c'est plutôt de faire émerger vraiment la parole de cette façon-là, d'être vraiment attentif et de questionner pour bien comprendre les enjeux. Je trouvais qu'il y avait des idées très intéressantes ici aussi, c'est de faire des activités, de proposer des activités en fait. Et
Ça peut être aller faire un tour, aller boire un verre, aller au cinéma, enfin n'importe. Mais sortir la personne de son état de mal-être, en tout cas de faire des propositions. Bien entendu, il faut pouvoir respecter le rythme de l'autre. Et donc l'écoute, encore l'écoute, c'est vraiment ce qui est vraiment manifesté ici par les étudiants. L'écoute, c'est vraiment être aussi capable d'aider à parler, en fait, de vraiment faire émerger la parole, parce que c'est en mettant des mots sur nos difficultés que parfois en fait tout simplement les solutions arrivent d'elles-mêmes en fait, mais quand on est juste à ruminer dans sa tête tout seul, ça arrive moins vite. Oui, le fait qu'il y ait quelqu'un qui vienne questionner avec beaucoup d'empathie et d'attention fait que la personne elle-même réalise. Est-ce que vous savez vers qui on pourrait relayer les personnes qui se sentent pas bien? J'ai d'autres amis qui sont très forts là-dedans. Je vais aller voir une autre copine et on va essayer de trouver ensemble qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider la personne. On pense principalement directement aux spécialistes de la santé mentale, donc psychologues, psychiatres, etc. Souvent je pense que vu qu'on est à l'UNIF, je dirais plus lui dire d'aller voir du coup les psys de l'UNIF ou quoi. Moi par exemple, j'ai de la chance parce que mes parents sont beaucoup à l'écoute et je sais que je peux me confier à eux. Bon, les ados n'ont pas toujours tous cette chance de pouvoir se confier à leurs parents, mais si les parents sont ouverts et à l'écoute, je trouve que c'est une bonne alternative d'en parler avec eux. C'est vrai, pour ceux qui ont la chance quand même d'être entourés, d'avoir les amis, la famille, c'est la première chose la plus importante. Mais parfois, ce que peut apporter aussi un professionnel, c'est qu'il n'est pas pris dans les enjeux affectifs, il n'a rien à voir avec la vie de la personne et ça peut aussi aider de parler à quelqu'un qui n'a rien à voir dans notre vie. Et c'est important aussi de mentionner les psys conventionnés, donc tant du réseau 107 que d'Archipel. Ça s'est très fort développé après le Covid et il faut savoir qu'il y a vraiment quand même des gros budgets de l'INAMI qui ont été mis pour que justement il y ait des consultations vraiment accessibles pour tous. Donc c'est gratuit jusqu'à 24 ans. Il ne faut pas avoir l'impression que quand on met le pied dans l'engrenage, on est parti pour une thérapie de 2 ans. Ça peut être juste 1 ou 2 entretiens et ça peut être ponctuel, ça peut être à un moment donné, puis on arrête parce que voilà, pour le moment c'est ok. Et puis l'étudiant ou le jeune peut reprendre contact avec son psychologue s'il avait un bon feeling. N'importe qui a une question, une difficulté peut aller, c'est pas forcément un long suivi pour trouver un petit peu de quoi temporiser, traverser un moment de crise. Moi en tout cas, je suis très touchée parce que je me dis il y a une mine d'or. Il y en a plein qui ont un cœur énorme et qui sont prêts à faire beaucoup pour leurs potes et qui ont déjà des tonnes d'idées, qui connaissent des tas de choses. Donc c'est vrai que c'est touchant pour nous de voir ça. Hein. C'est très très touchant et je pense que parfois les jeunes sous-estiment en fait leurs ressources et ils sous-estiment vraiment leurs compétences et leur légitimité pour apporter de l'aide et contribuer à une communauté solidaire, empathique et bienveillante. T'as déjà eu cette impression que quelque chose cloche chez un pote, mais tu ne sais pas trop comment t'en assurer. En fait, il y a des signes. Des signaux d'alerte que tu peux repérer. Pose-toi une minute, je t'explique. Tu peux retenir ceci. Il y a 4 types de signaux qui doivent t'alarmer. Les comportements. T'as remarqué que ton pote traîne au lit toute la journée, il ne sort plus, ou quand il sort, il fait n'importe quoi. Alcool à fond, il se met en danger. Bref, ça sent pas bon et surtout, ça lui ressemble pas. Les signaux physiques. Imagine que tu vois littéralement ton pote prendre ou perdre du poids à grande vitesse. Ou alors il est fatigué en permanence ou toujours malade. C'est clair, c'est louche aussi. Il est cassé en deux, il perd ses cheveux, il veut plus manger, même son plat de pâtes préféré ne lui donne plus envie. Ouais là, red flag. Mais c'est pas tout, il y a aussi des signes plutôt dans sa tête. Les signaux cognitifs. Ça c'est quand ton pote tourne en boucle. Il n'a plus que des idées noires, sa concentration... non, il est pas du tout concentré. Et alors il hésite sur tout. Il est dans le brouillard et tout ça, c'est souvent invisible, alors que ça pèse pourtant de ouf. Les signaux émotionnels. Et enfin, il y a les montagnes russes. Un jour tout roule, le lendemain c'est la crise de larmes ou l'explosion de colère pour un rien. Et quand ça dure, c'est la dégringolade. Ton pote se désinvestit de tout, perd confiance en lui et parfois il décroche complètement. En tant qu'ami, tu peux être attentif à tes potes. Si tu vois un ou plusieurs de ces signaux chez ton pote, tu peux l'aider. Vraiment, juste lui dire que t'es là, ça peut tout changer. Et si ça va trop loin, parle-en, de l'aide existe. N'oublie pas, le soutien, c'est contagieux. Maintenant tu sais, si tu vois un ou plusieurs de ces signaux chez un de tes proches, tu peux l'aider. Vraiment, juste lui dire que t'es là, ça peut tout changer. Et si ça va trop loin, tu peux demander de l'aide.